as progression in classification. The old classification was NAFLD, which is non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic fatty liver disease. This definition and classification was very bad, as it depended on classification of the fatty liver on exclusion of other causes of liver disease. Then in 2020, an Egyptian physician called Muhammad Islam and others provide us a new nomenclature for the fatty liver disease, which is MAFLD, metabolic associated fatty liver disease. This nomenclature don't require exclusion, as they provide us some criteria for diagnosis of hepatic steatosis. But in 2023, another new nomenclature for the fatty liver disease, which is MASLD, metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. And our question always is, it is different from S and F for MAFLD and S for MASLD. All these classifications and the progression in the classification of the fatty liver disease reflect one thing, that the fatty liver disease is important, as it is a disease that affects about 1/3 of population. 1/3 of the population have some type of fatty liver disease. This progression and increased prevalence increased in the last 5 decades due to change in our lifestyle. I am sorry to say that in the last 5 decades, we changed from the natural and Mediterranean diet to the Western diet. Increase the fast food, red meat, vegetable oils, processed foods, and decrease intake of fresh vegetables and fruits. All these changes lead to increase and rapid rising of the obesity prevalence, which reflect to increase the fatty liver disease. As you see, it is continuous growth for the fatty liver disease worldwide. And I always say that the world say goodbye to hepatitis, especially hepatitis C, but he always say welcome fatty liver disease. And as you see, the prevalence in our area is about 1/3 of the population have fatty liver disease. The management of fatty liver disease includes the cornerstone, which is lifestyle intervention, medical treatment, and surgical treatment. Here we will, as you see, these are most associations worldwide that are interested in the study of gastroenterology and hepatology. And I wish that our association, HIDAP Association for Gastroenterology, next year will be one of these associations. All these associations have recommendation and even guidelines, like the Egyptian practice guidelines, Asian Pacific guidelines, European, American. All these guidelines has one recommendation, which is adherence to lifestyle intervention is the cornerstone of management of fatty liver disease. About dietary intervention in the fatty liver disease, the lifestyle intervention can lead to reduction in hepatic steatosis, resolution of the steatohepatitis, regression of fibrosis, and even improvement in the quality of life. Our aim from the lifestyle intervention is gradual weight loss, losing 1 kilogram per week over a period not less than 6 months. For the obese and overweight persons or patients with fatty liver disease, we should lose about 7 to 10% of their weight. And for non-obese persons, we should lose about 5%. Generally, the hypocaloric diet is recommended for this patient for energy restriction. But the excess caloric restriction should be avoided, as excess restriction will lead to sarcopenia, which means losing of the muscle and even losing of the function of this patient. This is a bad predictor in the outcome of obese cirrhotic patient. Dietary plans for fatty liver disease
discourage the consumption of fructose, which is present in many of the artificial sweeteners nowadays, as fructose is the alcohol of the liver. And it encourages the Mediterranean diet and regular coffee drinking, as coffee has antioxidant effect. This is the pyramid based on the daily physical activity, encourages the all grains, fruits, vegetables, and polyunsaturated fatty acids. The Mediterranean diet has benefit and positive effect on the gut microbiota against the Western diet, which is harmful to the microbiota. Attention please for the glycemic index. While you are planning the diet for your patient who is a patient of fatty liver disease, respect the glycemic index. What is glycemic index? It means how much your diet or food can increase the blood sugar. As you see in the first column about grains and starches, the rice bran has a glycemic index of 27, while the oatmeal, which most of us can suspect that it is beneficial, it has a glycemic index of 87, which is high. So the oat can increase the blood glucose, and so it can respect to the insulin by increasing insulin secretion. This study about adherence to Mediterranean diet in patients with NAFLD and metabolic syndrome concludes that high adherence to the Mediterranean diet is associated with an improvement in hepatic steatosis and improvement of the metabolic syndrome features. This is due to high monounsaturated fatty acid to saturated fatty acid ratio in the Mediterranean diet, high content in fibers, high content in antioxidant, and high content in polyphenols, which has anti-inflammatory effect and properties. The question mark, large question mark for this patient is not to lose weight. Actually, this patient can lose weight simply, but the major concern is how to keep this weight loss sustained. This target NASH cohort study, which is published in 2022, include more than 2,000 overweight and obese patients with fatty liver disease. Concludes that follow-up of this patient for more than 3 years, about 1/3 of this patient, only 1/3, can lose more than 5% of their weight. But within 32 months, about 1/5 of these patients who lose weight return again to their baseline weight. This means that they lose the sustained weight loss. About exercise, regular physical activity has beneficial effect on the hepatic steatosis, liver stiffness, portal hypertension, and decreasing the risk of hepatocellular carcinoma. The general rule for exercise, any exercise is beneficial. Moderate intensity, vigorous exercise, resistance, flexibility, all exercise is beneficial for fatty liver disease. Study done in Egypt, the Egyptian Society for Study of Liver Disease, about the time of exercise, morning or afternoon. Both are beneficial, but morning is more beneficial. The exercise has benefit effect on NAFLD patient for both liver and cardiovascular system. The slide can conclude that caloric restriction with physical activity and important notes to the dietary composition can resolve the fatty liver disease. Western diet, obesity, diabetes, and genetic factors lead to fatty liver disease or MAFLD, while healthy diet, physical activity, weight loss, and reduction of the body fat can lead to normal liver. So the fatty liver disease is regressive. So it is not a diet, but it is a lifestyle. This is a rule that all of us should tell our patients, that it is not a period to manage fatty liver disease, but it is a lifestyle that patient should change his lifestyle.
So what about barriers and facilitators to adherence? As we say, the adherence to the lifestyle intervention is the cornerstone. What about barriers and facilitators to this adherence? This study about adherence and barriers to Mediterranean diet in Tunisian patients, our neighbors, with non-alcoholic fatty liver disease, concludes that adherence to diet, showing that about 10% of these patients have no adherence at all to the fatty liver disease diet, while 75% have moderate adherence and only 15% has good adherence. About barriers that render or against the adherence to the Mediterranean diet was the misunderstanding of the Mediterranean diet, lack of willpower to follow this diet, lack of time to prepare a specific diet in the Mediterranean diet, extra food cost induced by the Mediterranean diet, uncooperative family members, this is very important, and difficult to adapting to the new dietary mode. So, this study concludes that the primary barriers are extra food cost and difficult to adapt to the new dietary mode, while the enhancement was concluded from the psychological and nutritional support. Another study from North India carried on patients with fatty liver disease concluded also that the barriers were lack of family support, difficult intervention, work-related barriers, financial barriers, psychological, social, and infrastructure-related barriers. While the facilitators still the family support, intensive nature of intervention, psychological support, and physiological support. So we can conclude these barriers as lack of family support, difficult intervention, work-related barriers, financial barriers, psychological, social, and physical barriers, extra food cost, the challenge to adapt to the new dietary regimen, irregular working pattern which prevents the attendance at appointment, poor understanding of the diet, lack of motivation to follow the Mediterranean diet, and insufficient time. While the facilitators include the family support, friend support, psychological, physiological, and weight loss. So, our take-home message for fatty liver disease diet is healthy diet and physical activity are recommended for fatty liver disease. Dietary recommendation should consider energy restriction, and the hypocaloric diet is recommended. Both obese and non-obese patients will benefit from the weight loss. Weight loss should be gradual and avoid rapid weight loss. Mediterranean diet ideal for fatty liver disease. All types of exercise, aerobic and resistant, can reduce the steatosis. Adherence to the lifestyle intervention is the cornerstone in the management of patients with fatty liver disease, not only to lose weight, but sustained weight loss. Many barriers and facilitators can affect this adherence, so we encourage these facilitators and try to resolve these barriers. Finally, الله عز وجل يقول في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله جمع ما بين العبادة خذوا زينتكم عند كل مسجد الصلاة. الأصل أن يكون نهاية هذه الآية وتهيئوا لمقابلة الله وتطهروا وتوبوا، ولكن الله عز وجل ختم الآية بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله عز وجل قسم الوجبات في الأكل والشرب إلى ال5 وجبات التي ننادي بها اليوم في علم clinical nutrition. The last era of clinical nutrition for feeding of fatty liver disease is the 5 diets, 3 main and 2 snacks. وهذه مع ال5 صلوات. I finish and thank you. Merci au professeur Al-Moun'im pour sa présentation.
Et on donne la parole à professeur Alfred pour nous parler de la mise à jour sur la prise en charge des maladies vasculaires du foie. Très bien. Pointeur, le pointeur, il est au milieu là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, mes chers maîtres, chers collègues, ravi d'être pour la première fois ici à Sétif et encore plus ravi de voir mes jeunes collègues gastro-entérologues de Sétif. Et donc, merci pour l'invitation. Donc, sans plus tarder, on commence par la classification des maladies vasculaires hépatiques. Donc, selon le niveau d'atteinte au niveau des vaisseaux hépatiques, on distingue la thrombose porte, la maladie de Budd-Chiari par atteinte des veines sus-hépatiques et de la veine cave inférieure, la maladie vasculaire portosinusoïdale par atteinte des vénules hépatiques et des sinusoïdes, d'un versant des sinusoïdes, et le syndrome d'obstruction sinusoïdale qui est purement sinusoïdal. Nous avons enfin les malformations artérielles, artério-veineuses hépatiques que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Donc le Budd-Chiari, normalement c'est une maladie rare mais qui est de plus en plus connue. Elle se définit par l'ensemble des manifestations résultant de l'obstruction des voies efférentes de drainage veineux hépatique qui comprennent donc les vénules hépatiques, les veine hépatique ou la veine cave inférieure. 3 formes cliniques, il y a les formes aiguës. Les formes aiguës, c'est l'équivalent c'est un tableau clinique d'hépatite aiguë. Les formes chroniques, c'est un tableau de cirrhose. Et nous avons les formes subaiguës, c'est un tableau d'hépatite aiguë avec hypertension portale, donc sur foie d'hépatopathie chronique. Alors, quelques aspects radiologiques du Budd-Chiari. Donc, en fait, c'est l'imagerie qui permet de poser le diagnostic devant des arguments, des arguments cliniques. Donc, nous avons la thrombose des veines sus-hépatiques, thrombose ancienne qui va apparaître sous forme de fin cordon, un aspect en patchwork du parenchyme hépatique au scanner avec hypertrophie du segment 1, une sténose ou thrombose de la veine cave inférieure, des nodules pseudo-HNF qui sont liés à l'artérialisation hépatique vu qu'il y a une diminution de l'apport veineux et une circulation veineuse collatérale. Donc le diagnostic repose vraiment sur l'imagerie, mais il faut que le radiologue soit averti. Donc lorsque nous posons le diagnostic d'un Budd-Chiari, il faut d'abord rechercher le bilan étiologique. Les internistes ici connaissent très bien. Donc, il y a les maladies héréditaires, donc une thrombophilie héréditaire, thrombophilie acquise, dominée par le syndrome myéloprolifératif, et plus rarement les causes locales, donc processus ou kystidatique compressif des veines sus-hépatiques, qui peut entraîner un syndrome de Budd-Chiari. Donc, nous arrivons au vif du sujet, qui est la prise en charge thérapeutique. Donc, dans le Budd-Chiari, il n'y a rien de nouveau. C'est une prise en charge qui est graduelle, qui commence donc par le traitement des manifestations cliniques, donc de l'acide et de l'hémorragie digestive, en plus des anticoagulants. Donc vous voyez, les anticoagulants sont au tout début de la prise en charge thérapeutique. Donc c'est une arme thérapeutique incontournable, quel que soit le degré d'insuffisance hépatocellulaire. Il faut toujours essayer de mettre des anticoagulants, surtout lorsqu'on arrive à identifier une thrombophilie sous-jacente. Donc anticoagulants et traitement des complications. Ensuite, lorsque cela n'est pas suffisant et que la sténose est courte, on préconise une angioplastie. Sinon, dans pratiquement la moitié des cas, ces armes thérapeutiques ne suffisent pas. Il faut qu'on arrive au TIPS.
Le TIPS, c'est un shunt qu'on place par voie transjugulaire entre une branche portale et une veine sushépatique et qui permet de rétablir le drainage veineux hépatique. Et dans 10 à 20% des cas, ce TIPS ne suffit pas et que l'insuffisance hépatique est majeure et avancée et il faut qu'on arrive à la transplantation hépatique. Alors, les anticoagulants, c'est très bien, il faut les donner dès qu'on peut, autant que faire se peut, mais en fait, le risque hémorragique est là. Il ne faut pas le perdre de vue, surtout que ce sont des patients qui ont des acides réfractaires, donc ponction d'acide itérative, il faut savoir que les troubles de la crasse sanguine majeure peuvent entraîner une hémorragie, donc un hémopéritoine, et on peut perdre le patient à cause d'un hémopéritoine. Donc il faut essayer d'avoir au moins un TP supérieur à 30% lorsqu'on fait des ponctions itératives. Dans cette série, regardez, il y a eu 94 patients. La moitié ont présenté sous anticoagulant au moins un épisode hémorragique. Alors, le TIPS est indiqué dans ces... Donc vous avez les indications ici, les formes aiguës, formes fulminantes en attendant la transplantation hépatique, ça c'est nouveau. Et dans les formes chroniques, lorsque les armes thérapeutiques précédentes ne sont pas suffisantes. Le taux de succès est de 70 à 90% des cas. Il permet des sorties de liste de TH, mais le problème c'est qu'il y a souvent des complications, notamment l'encéphalopathie hépatique et la dysfonction, donc la sténose du TIPS. Et là, il faut revenir, réintervenir et essayer de déboucher ce TIPS ou placer un TIPS dans le TIPS. Alors, la transplantation hépatique, c'est le seul traitement chirurgical admis dans le Budd-Chiari. Alors, avec des résultats qui sont satisfaisants, puisque le taux de survie est comparable à celui de la greffe pour autre étiologie. Nous avons aussi... Donc en fait, l'indication de la transplantation hépatique, comme vous avez vu l'algorithme tout à l'heure, c'est à peu près 10 à 20% des cas. D'ailleurs, dans ce registre de greffe de Lyon, l'indication de TH pour Budd-Chiari a été représentée à peu près 1% de l'ensemble des patients transplantés. Ce n'est pas le cas chez nous. Bon, je n'ai pas les données actualisées, mais sur des données de, je crois, il y a à peu près une dizaine d'années, le Budd-Chiari représentait la 3e indication de greffe dans notre série, enfin parmi les patients transplantés en Algérie, et parce qu'à ce moment-là, en fait, le TIPS n'existait pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la prise en charge de Budd-Chiari? Quand on parle de nouveauté, actuellement, il y a le consensus de Baveno-7, c'est la référence dans les maladies vasculaires hépatiques. Il faut regarder ce qui est new. Donc là, ils disent qu'il faut faire attention, il faut essayer de maintenir les HBPM le moins possible à cause du risque de thrombopénie immunoallergique. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'ils ont défini improvement, donc l'amélioration, la réponse au traitement a été définie. Donc il faut qu'il y ait diminution du besoin de ponction, amélioration de l'insuffisance hépatique. La définition est là. Et il y a aussi l'indication, en fait la possibilité de réaliser un TIPS chez des patients, comme je viens de le dire, qui ont une hépatite fulminante en attendant un Budd-Chiari fulminant, donc en attendant la greffe hépatique. Voilà. Donc on passe à la thrombose porte, c'est la maladie vasculaire hépatique la plus importante. Actuellement, en fait, par contre, ici, dans la thrombose porte, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a d'abord cette standardisation de la nomenclature liée à cette affection. Donc, ils ont défini, pour que tout le monde parle le même langage, la thrombose récente ou chronique selon donc le délai des 6 mois. Occlusion partielle ou occlusion totale selon le pourcentage d'occlusion, donc supérieur ou inférieur à 50%, et la réponse au traitement progressive, stable ou régressive. La thrombose porte actuellement est gérée et envisagée selon que le patient présente une cirrhose associée ou sous-jacente ou non. Donc on a la thrombose porte sur cirrhose et la thrombose porte en dehors de la cirrhose et les conduites à tenir sont complètement différentes. Alors, thrombose porte sans cirrhose pour commencer. Vous savez très bien, il y a 2 formes cliniques de présentation clinique. Il y a les formes aiguës et les formes chroniques. La forme aiguë, c'est un tableau d'hépatite avec
donc une cytolyse qui est importante avec de la fièvre, de l'acide au début qui est exsudatif. Et quand on fait une imagerie, avec une cytolyse qui est supérieure à 5 fois la normale, quand on fait une imagerie, on trouve du matériel échogène dans le trompe-porte qui est élargi. Et on a la forme chronique, c'est en général découvert au stade de complications, donc de cavernum avec ces complications qui sont l'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes ou varices ectopiques. Vous voyez ici à l'imagerie des cavernums qui sont facilement diagnostiqués au scanner et à l'écho-doppler. Là aussi, comme dans la maladie de Budd-Chiari, comme dans le Budd-Chiari, il faudrait rechercher la cause qui a entraîné cette thrombose, donc une thrombophilie. Ici, les causes locales sont plus fréquentes que les autres causes que la thrombophilie héréditaire ou acquise. Donc il faut toujours rechercher une cause locale par un scanner, par l'interrogatoire, donc les antécédents du patient. Est-ce qu'il y a eu une chirurgie abdominale ou du petit bassin? Est-ce qu'il y a eu donc un épisode infectieux, cholécystite, appendicite, etc. Toutes les causes sont citées ici. Traumatisme de la veine porte. Et donc en deuxième position, on cherche toutes les causes de thrombophilie que nous avons citées dans le Budd-Chiari. Ensuite, pour la prise en charge thérapeutique, la thrombose porte aiguë, c'est les anticoagulants dès que possible. La veine porte se reperméabilise après traitement dans à peu près, en fait, moins de la moitié des cas. Mais il faut quand même les donner. Donc à peu près le taux de recanalisation est entre 50 et 60%. Le risque hémorragique est faible. Il y en a même qui disent qu'on peut, on dit actuellement qu'on peut même ligaturer sous anticoagulant. Voilà, si cela est nécessaire. Alors, on commence par des HBPM à dose hypocoagulante, mais rapidement, il faut prendre le relais par les AVK. Et la nouveauté, c'est qu'on peut commencer par des anticoagulants oraux directs en première intention dans la thrombose porte aiguë. La durée de traitement est de 6 à 12 mois, ou au moins 6 mois après reperméabilisation de la veine porte, mais le traitement sera maintenu à vie si une thrombophilie est diagnostiquée. Donc, autre traitement actuellement, le TIPS pour la thrombose porte aiguë, parce qu'en fait, vous avez cet article-là, donc no longer contre-indication for TIPS dans l'acute PVT. Donc, c'est une arme thérapeutique à envisager, bien sûr, dans les pays où cela est réalisé facilement. Ensuite, pour la thrombose chronique, alors, ce qu'on appelle extra-hépatique portal venous obstruction. Donc le HPVO est actuellement une entité bien définie et le traitement donc repose sur le traitement des complications, l'hémorragie, ligature, la colle pour les varices gastriques. Les anticoagulants, alors ils ne sont pas classiquement on dit qu'ils ne sont pas indiqués sauf si une thrombophilie est avérée. Donc, si on découvre par exemple que le patient a un syndrome myéloprolifératif, on va mettre les anticoagulants même s'il a un cavernum. Et aussi lorsqu'il y a un risque d'extension récente ou lorsqu'il y a une extension récente à la veine mésentérique supérieure. Le TIPS peut être envisagé avec thrombectomie mécanique et le shunt chirurgical, par contre, n'est indiqué en général que dans la population pédiatrique ou alors lorsqu'il y a exceptionnellement un hypersplénisme majeur. Alors, cet algorithme-là a été publié donc récemment. Quand on a, pour résumer ce que je viens de dire, thrombose porte aiguë, donc moins de 6 mois, anticoagulation, recanalisation complète, faut-il arrêter ou non, donc selon l'existence ou non d'une thrombophilie, thrombose porte chronique, s'il y a ces situations-là, donc ischémie mésentérique, extension à la mésentérique de la thrombose, progression, donc le caractère évolutif et aussi une thrombophilie héréditaire, oui, on met des anticoagulants, non, ce n'est pas la peine, mais vous allez le voir, ça a un peu changé. Alors, ça a changé parce qu'ici, selon le bas véno, et ça a été présenté au dernier, même les conférences de la FEF, ils disent qu'en fait, même si, en fait, lorsqu'il y a une cause locale, si une cause locale ou s'il y a un état prothrombotique sous-jacent, on met des anticoagulants, donc AVK ou AOD à dose de 20 mg par jour. Mais s'il n'y a pas, même s'il n'y a pas de thrombophilie, ils préconisent de mettre quand même des AOD, mais à dose moindre, 15 mg par jour.
Ça, c'est quand même une nouveauté. Pour l'interruption du traitement, il faut toujours, quel que ce soit une thrombose aiguë ou chronique, si on doit arrêter le traitement anticoagulant, actuellement, il y a cette nouveauté aussi, il faut doser les dédimères à 1 mois de traitement. Supérieur à 500, on n'arrête pas, on continue le traitement, sinon on peut l'arrêter, parce qu'en fait, ce